Merci d'être avec nous, tous les quatre. Donc, dans l'ordre d'apparition, Édouard Bouygues, donc président de Bouygues Télécom, Pascal Boyer, député des Hautes-Alpes et présidente de l'ANEM, c'est l'association des élus de montagne, hein, c'est bien ça. Et donc, on imagine pour vous aussi l'importance de ces réseaux. Nicolas Guérin, donc secrétaire général d'Orange, et Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, président de l'AVICA. Merci d'être avec nous, tous les quatre. Et Nicolas, je vais démarrer avec vous. Est-ce que pour vous, que ce soit sur les réseaux fixes, les réseaux mobiles, dans cette partie aménagement du territoire, est-ce qu'aujourd'hui les opérateurs, pour vous, sur cette année 2022, alors on était sur un élan 2021, avec ce 2020 évidemment un coup de frein, mais 2021 il a fallu repartir, est-ce qu'on répond aujourd'hui aux engagements, les opérateurs répondent aux engagements, tout ce que l'on attend d'eux aujourd'hui? Alors j'ai envie de vous dire oui, excusez-moi pour ma voix, j'ai une petite bronchite, mais oui. Non contaminante et non covidée, hein, je précise. J'ai la même. Voilà, je suis testé régulièrement, donc je ne vais pas vous contaminer. Oui, j'ai envie de vous dire oui, que les opérateurs sont au rendez-vous. Alors une petite précision déjà, en 2020, on n'a pas ralenti, hein, malgré le Covid, on a fait une année record de déploiement sur la fibre, on a continué à déployer. Donc oui, les opérateurs sont au rendez-vous. Vous connaissez tous les chiffres, hein, on les dit régulièrement, mais ça fait toujours plaisir de les rappeler. Donc la France est le pays le plus fibré d'Europe, c'est une réalité. À la fin du deuxième trimestre, on avait 16,3 millions d'abonnés à la fibre. On a un taux de pénétration de 82% des abonnements. L'Allemagne et le UK, c'est inférieur à 30%. Donc 82% de taux de pénétration inférieur à 30% UK-Allemagne. Donc c'est effectivement une grande réussite, ce réseau fibre. Le New Deal, le mobile, est aussi au rendez-vous. Vous vous rappelez de cet accord historique qui a changé le paradigme du déploiement dans le monde mobile. Il est une réussite. On a plus de 3600 sites qui ont été identifiés par les élus. On a plus de 1600 pylônes 4G mutualisés construits aujourd'hui, 1600 pylônes. Et en 2021, on a construit 7504 pylônes et 1255 pylônes ont migré en 4G. Donc on a ce phénomène à la fois d'extension massive de la couverture et d'extension des débits disponibles sur cette couverture via la 4G. On a aussi la 5G qui commence à être une réalité, il ne faut pas l'oublier. Elle débute pas lentement, elle débute même assez vite. Les derniers chiffres de l'ARCEP sont clairs, 33 000 sites 5G ouverts. 33 000 sites, c'est quand même pas rien, ouverts commercialement évidemment, hein, parce que ce qui intéresse nos concitoyens, c'est la couverture des services, et donc une technologie qui est plus économe, donc qui nous permet aussi de réduire la consommation sur nos réseaux. Donc tout ça, ça a été possible grâce à des investissements majeurs du secteur. Donc là encore, les opérateurs sont au rendez-vous. 20,7% du chiffre d'affaires consacré par les opérateurs à l'investissement, ce qui est un record. Hein, on avait 19, 20, là on est à 20,7. À titre de comparaison, c'est 18,7% en Angleterre et 16,4% en Allemagne. Donc on est vraiment sur un plan d'investissement, de couverture, d'aménagement du territoire qui, sur les 10 dernières années, représente 107 milliards d'euros. 107 milliards d'euros mis par le secteur. Donc oui, j'ai envie de vous dire, oui, on est au rendez-vous. Alors après, il reste beaucoup de choses à faire. Peut-être. Et justement, comment faire pour accélérer? Et puis aujourd'hui, on a il y a la concurrence naturelle entre les opérateurs, mais il y a aussi cette concurrence. C'est vrai que déployer des réseaux et réussir à en tirer moins parti que certains géants du numérique qui, eux, savent... Alors, on sait que la Commission européenne est en train de bouger un peu à ce niveau-là, mais voilà, sur quoi faut-il appuyer encore pour accélérer? Si on veut continuer, si on veut... alors, accélérer, je ne sais pas si on peut accélérer, sincèrement. Il faut bien comprendre que ce qu'il nous reste à faire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Évidemment qu'on a commencé avec des engagements qu'on avait de couverture importants par les sites les plus simples, la fibre la plus simple. Maintenant, on arrive à un moment où il faut traiter les cas les plus compliqués. On a des sujets qu'on a pris à bras-le-corps côté opérateur, qu'on est en train de régler d'ailleurs avec une solidarité et un partage entre opérateurs qui est assez exceptionnel. Ce qu'on arrive à mutualiser, à traiter ensemble, c'est la QS. Ça, la QS, on sait que pour continuer, pour avancer, pour qu'on ait pleinement un succès sur nos réseaux, notamment fixes, il faut améliorer la qualité de service. Donc là, je parle de la qualité de service fibre. Hein. Vous avez tous suivi les engagements qu'ont pris tous les opérateurs ensemble pour faire ces améliorations. Ils l'ont fait sous l'égide de la FFT, je salue Lisa ici présente. Ils l'ont fait aussi avec les autres associations, avec Infranum. Tout le monde s'est mobilisé. On a pris des engagements. On va régler cette question de la QS. Il nous faut un petit peu de temps, mais on va la régler. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut régler. Mais il y a toute une autre série. Donc les opérateurs ont pris leur part. Investissement, qualité de service, on va continuer. Il y a toute une autre série de questions qui, par contre, elles, restent en suspens et n'ont pas été réglées. Si vous voulez déployer les réseaux fibres jusqu'au bout, il faut régler la question des raccordements complexes, il faut régler la question du passage des raccordables aux raccordés, et ça,
excusez-moi, je le dis, là je représente Orange ici, mais je pense qu'on n'est pas au rendez-vous. On n'a toujours pas réussi à trouver une solution qui permet de garantir qu'on va passer à l'échelle pour permettre de raccorder les clients qui ne sont pas encore raccordés, les clients qui ne sont pas encore raccordables. On a fait des propositions, la FFT en a fait, mais on n'est pas, j'ai pas le sentiment qu'on est totalement écouté de ce point de vue-là. C'est-à-dire c'est à l'État de bouger, c'est aux collectivités de bouger davantage? Oui, je crois qu'il y a des sujets qui sont côté évidemment industrie, côté pouvoir public. Aujourd'hui, on a une fiscalité, on paye 1,4 milliard d'euros par an de fiscalité dédiée. Une partie de cette fiscalité pourrait être réorientée vers ces questions de raccordement, vers le subventionnement des travaux chez les gens pour leur permettre d'accéder à la fibre. C'est ce genre de proposition qu'on a pu faire et sur lequel on n'a aujourd'hui pas un écho. On a une écoute, hein, je ne dis pas qu'on n'a pas de conversation, mais il n'y a pas de résultat concret. On continue à payer, ne cassez pas votre tablette, on continue à payer des impôts tous les ans et en parallèle, il y a des efforts qui ont été faits. L'État a mis 150 millions sur la table, mais ça ne suffit pas. Il faut plus d'1,2 milliard pour accorder ces clients. Pour vous, c'est plus une histoire, je parlais tout à l'heure des GAFAM, c'est plus une histoire de fiscalité aujourd'hui. Il vaut mieux baisser les impôts que chercher à taxer les GAFA. Non, je pense qu'il faut. Il y a plusieurs questions. Il y a la question, il faut financer, d'accord? Il y a plusieurs moyens de financer. Il y a la réorientation de la fiscalité, qui est un premier moyen de financer. La taxation des GAFAM est un autre moyen de le financer. C'est pas exclusif l'un de l'autre. Simplement, on n'est pas tout à fait dans le même espace-temps, pour être très, très honnête. Si vous voulez taxer les GAFA, vous faites une réforme européenne. On sait tous que les réformes européennes, la législation européenne, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc on est plutôt dans le long terme, alors je ne devrais pas dire ça, on espère tout ça en 2025-2026, mais disons-nous qu'on est plutôt dans le long terme. La fiscalité, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est un débat français. Ça peut être fait en France. Il suffit juste de le décider. Et on a discuté de propositions. Il y a des propositions très concrètes. Vous faites un fonds d'aménagement du territoire, vous l'abondez par l'impôt, vous laissez les collectivités répartir les investissements. Il y a des moyens, on les connaît. On l'a déjà fait dans plein d'autres secteurs, ce genre de choses et d'affectation de fiscalité. Justement, Édouard Bouygues, par rapport à ce dont on vient de parler, vous connaissez, le groupe Bouygues est présent dans tout un tas de secteurs. Vous voyez ce parallèle avec ce qui a été fait dans d'autres secteurs, avec le secteur des télécoms, où on pourrait justement permettre de changer un peu la fiscalité pour accélérer ce développement? Je suis persuadé je bois du petit lait. Hein, je suis persuadé d'une chose, c'est que les GAFAM ont besoin d'être incités à modérer la quantité, la taille des flux qu'ils envoient vers les utilisateurs, vers nos clients. Il faut que ce soit une taxe ou quelque chose d'autre, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les incite à modérer. Aujourd'hui, on envoie de la 4K, de la 8K sur des téléphones en 60 images secondes. Avec le quart de ça, vous voyez parfaitement la même chose, mais ils n'ont rien qui les pousse à faire attention. Donc oui, est-ce que c'est une taxe? Peut-être que c'est le plus performant des outils. Et puis on va revenir dans un instant. Vous allez nous parler aussi justement de sobriété, de responsabilité aussi au niveau des opérateurs. Pascal Boyer, comment vous qualifieriez, vous, le partenariat entre l'ANEM, l'association des élus de montagne, et les opérateurs membres de la FFT? Alors il y a des efforts tangibles qui ont été faits sur le New Deal mobile. Est-ce que tout ça c'est perceptible aujourd'hui en montagne? Oui, alors déjà, le partenariat est fort et le partenariat est au quotidien parce que le travail effectué entre les membres de l'équipe de la Fédération française de télécom et les membres de l'équipe de l'ANEM est quasiment au quotidien et notamment durant cette période, quand on parle de délestage, là on a vraiment des sujets à porter tous ensemble et à porter auprès du gouvernement. Et tout ce qui est... Vous avez demandé, vous d'ailleurs, au sein de l'ANEM, vous avez dit qu'il faut préserver les infrastructures télécom en cas de délestage, de coupure. Hein. Oui, tout à fait, parce que c'est extrêmement important dans les territoires de montagne en ce qui concerne la sécurité. La sécurité pas seulement sur les pistes, mais bien évidemment sur les pistes. Les stations ouvrent les unes après les autres et nous avons beaucoup de neige en ce moment qui tombe sur nos montagnes. Donc nous espérons avoir beaucoup de touristes qui vont venir. Mais s'il y a délestage, il va aussi falloir pouvoir sécuriser les accès, notamment les accès routiers, les accès sur les pistes, les accès au niveau des stations, des domaines skiables. Donc tout ça, ça a une importance et c'est pour ça que nous avons porté une motion au congrès de l'ANEM en octobre dernier à Pont-de-Salars
pour justement que les pylônes, que les infrastructures de télécom soient préservées du délestage, ce qui n'est pas forcément évident parce que ces infrastructures se trouvent des fois dans des endroits qui sont difficiles d'accès, et notamment en hiver, et quand il fait très froid avec quelques mètres de neige par-dessus tout, il n'est pas évident de savoir si ces infrastructures, si ces pylônes repartiront et si l'électricité pourra à nouveau les alimenter pour pouvoir ensuite émettre sur les pistes et ailleurs, et dans tous les territoires de montagne, parce qu'il y a les stations de ski, mais il y a aussi les bas de vallée et il y a aussi tous les territoires qui sont de montagne, bien évidemment. Patrick Chaix, justement, on parle de montagne, on vient de parler du climat, alors, enfin du climat, oui, de neige, donc la transition est vite faite sur tout ce qui va être transition énergétique. Quel bilan vous tirez-vous de après un an après la promulgation de la loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique dont vous êtes à l'origine? Alors quel bilan? J'allais dire un bilan plutôt positif, dans le sens où en fait, dès les premières discussions et négociations qui ont fait qu'on a abouti au texte qui a été voté, moi j'ai ressenti de la part de l'ensemble des acteurs et notamment des opérateurs une prise en compte de cette question de façon sérieuse et volontariste. Ce qui fait que donc, la FFT a signé d'ailleurs une charte, s'est engagée à donc, mettre en place des indicateurs, et je me félicite que ces indicateurs soient aujourd'hui produits et donnent leurs premiers effets. L'ensemble de la chaîne s'est saisi de cette question-là. Des constructeurs de matériel, aux opérateurs, aux éditeurs de contenu, pour faire en sorte que vraiment ça devienne un sujet. Et d'ailleurs, l'actualité récente, je suis tombé sur une émission hier soir à la télévision qui parlait de ces sujets-là, qui mettait en avant cette problématique-là, et qui, donc, on disait évidemment tous les bienfaits pour que ce secteur d'activité apporte sa contribution d'un point de vue environnemental. Aujourd'hui, vous vous sentez écouté, vous avez vu des mesures concrètes qui ont été prises. C'est souvent ce qu'on reproche parfois, alors pas aux opérateurs forcément, mais dans l'univers de la sobriété, les décisions environnementales. On a beaucoup d'actions, enfin la 27 ou la 26 à Glasgow le disait, beaucoup d'entreprises ont plein d'intentions, mais quand on va sur le terrain, ça met un peu de temps. Justement non. Enfin, c'est vraiment tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que, j'allais dire, avant même que le texte soit voté, on avait donc des ambitions, des affichages qui ont été marqués par, notamment, encore une fois, je le répète, les opérateurs, parce qu'on est ici à la Fédération française des télécoms, et qui montraient l'intérêt et la volonté de faire. C'est-à-dire que, j'allais dire, et c'est mon rêve le plus cher, c'est que même sans la loi, je crois que les choses auraient avancé dans le bon sens. Et je rêve d'un monde sans loi. Bon, eh bien écoutez, on va y rêver avec vous, enfin encore qu'il en faille, il en faille un peu quelques-unes. Comment être, Édouard Bouygues, comment être justement compétitif quand on parle environnemental? Évidemment, on voit parfois ça comme une contrainte. Alors aujourd'hui, non, ça crée des opportunités. Mais comment, très concrètement, comment ça se passe pour vous, pour des opérateurs sur le terrain? Le premier réflexe des entreprises, quand on essaie de leur demander de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est ça va coûter cher. Oui. Voilà, ça c'est... Donc, une fois qu'on a passé ce moment de discussion, il faut qu'on réfléchisse à long terme. C'est un faux allié de long terme, le fait de dire que ça va coûter cher, etc. On a besoin de travailler sur une compétitivité qui va avec une réduction des gaz à effet de serre. Quand on est opérateur télécom, le long terme, c'est une obligation, puisqu'on construit des infrastructures, on aménage le territoire, et les infrastructures sont là pour durer. On a des plans sur de nombreuses années pour déployer nos infrastructures et pour les faire le plus durable possible pour que les Français puissent avoir accès au numérique, partout dans les territoires. C'est un impératif économique pour nous d'investir. On l'a dit, hein, c'est plus de 20% de notre chiffre d'affaires chaque année qui part en CAPEX, en investissement dans les infrastructures. Et investir dans des solutions durables en carbone, c'est aussi préparer l'avenir.
On ne peut pas attendre la dernière minute pour commencer à s'en préoccuper. Et on doit préparer cet avenir en contribuant à la sécurisation de notre approvisionnement énergétique. Après, ce qui est compliqué pour un opérateur, c'est que vous dépendez aussi de la qualité des équipements que vous allez installer, de tout l'écosystème. Donc il faut une certaine exigence aussi. Oui, on ne fabrique pas les choses nous-mêmes, donc on dépend aussi des fournisseurs, etc. Mais par exemple, nous, chez Bouygues Télécom, on s'est engagé à réduire de 50% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et on a déjà entièrement couvert notre électricité par des achats de PPA, vous savez, donc de l'électricité d'origine renouvelable. On fait en fait ce qu'on peut là où on sait qu'on a la main. Maintenant, on a encore beaucoup de choses à apprendre, hein. On est humble sur le sujet. On a du travail. Et puis vous devez à la fois influencer, je disais, les constructeurs, et puis influencer aussi nous, les utilisateurs, les entreprises, pour les accompagner aussi dans la façon dont elles vont consommer. On le disait tout à l'heure, de la 5G, par exemple. Bien sûr, on doit influencer autant qu'on peut tout le monde. Alors les constructeurs ont fait des réunions avec tous nos fournisseurs, en fait, pour leur demander de travailler sur le sujet, puis d'aller plus loin, de nous faire des produits qui sont plus vertueux et moins consommateurs. Mais on doit aussi travailler avec tout l'écosystème, y compris ceux qui nous remplissent les tuyaux et qui finalement nous obligent à déployer toujours plus pour absorber ce surplus sur lequel, là, pour le coup, nous n'avons vraiment pas la main. Ce n'est pas nos fournisseurs, on n'a pas de relation directe avec eux. On ne peut que construire toujours plus pour absorber le trafic, sinon on ne satisfait pas nos clients, finalement. On n'a pas le débit pour qu'ils aient un service de qualité. Et pour vous, là, si par rapport à la loi donc sur le numérique durable qui fêtera ses 1 an là, dans quelques jours, hein, je crois que c'était c'est passé. C'était le 16 novembre. Ouais. Le 16 novembre, oui, je pensais que c'était en décembre. Quel bilan vous tirez justement de cette charte des télécoms, les objectifs atteints, enfin on est bien parti sur ce qui était proposé sur le. Nous, on est très heureux de constater que tout le secteur s'est mis en marche avec la charte de la Fédération française des télécoms qui a été officialisée au Sénat avec Patrick Chaise ici présent. Et donc les choses avancent. On sent que tout le monde a envie que ça bouge là. Donc les télécoms, je pense, sont très impliqués dans le sujet. Pascal Boyer, si vous aviez 2 propositions justement à formuler pour rendre les opérateurs télécoms encore plus compétitifs, plus innovants, ce serait quoi? Déjà qu'il y ait un déploiement. On a déjà, sur les territoires de montagne, on a déjà progressé depuis 2018 grâce au New Deal mobile. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait encore un peu plus de couverture des territoires de montagne, parce qu'il y a encore des zones grises, voire aussi des zones blanches. Donc, ce qui serait souhaitable, c'est qu'on déploie encore un peu plus les pylônes, de manière à pouvoir avoir un peu plus de couverture sur nos territoires. Parce que pour nous, c'est quand même vital, dans nos territoires de montagne, d'avoir une couverture numérique extrêmement importante. Ça permet à notre Vous regardez les économie... constellations de satellites un peu qui commencent à arriver. Alors, il y a d'autres opérateurs alternatifs, mais Oui. on a aussi Orange qui en a une. Mais est-ce que ce sont des alternatives crédibles pour vous? Alors, c'est des alternatives crédibles. Ce sont des alternatives crédibles dans les endroits où, effectivement, on ne pourra pas monter la fibre. On a des endroits quand même, des hameaux qui sont isolés, des maisons isolées, des refuges isolés aussi. Donc là, effectivement, ce sont des alternatives, mais on part d'un terrain miné, parce qu'il y a quelques années, quand on parlait du satellite dans les territoires de montagne, ça ne marchait pas forcément très bien. Et maintenant, il faut expliquer aux personnes qui ne pourront pas avoir accès à la fibre ou à la couverture 4G que maintenant la technologie a évolué et que le réseau satellite, c'est quelque chose qui fonctionne. Et j'avoue que c'est extrêmement compliqué à leur faire comprendre parce qu'on part d'un terrain miné. Donc, voilà. Mais effectivement, les opérateurs alternatifs et les alternatives aux différents réseaux on va dire historiques, peuvent être mises en place. Donc le premier cadeau de Noël que nous souhaiterions avoir dans nos territoires de montagne, c'est bien évidemment donc une couverture un peu plus importante au niveau des pylônes, même si, je le répète, il y a eu une grande avancée au niveau de la couverture 4G.
et aussi pouvoir aussi avoir des fois sur certains départements, je ne parle pas de tous les départements, mais sur certains départements, une accélération du déploiement de la fibre dans les territoires. Et puis peut-être aussi sur le deuxième cadeau de Noël que nous souhaiterions avoir au pied du sapin, c'est d'avoir une transparence au niveau des towerco, parce que nos élus locaux des fois sont un peu perdus. On vient les solliciter, il y en a qui signent et puis se rendent compte que la couverture elle n'y est pas parce que les opérateurs n'ont pas eu d'accord avec la towerco avec qui ils ont signé, et donc ils se retrouvent avec peut-être un beau pylône mais sans opérateur derrière. Donc ce que nous souhaiterions, c'est avoir qu'il y ait plus de transparence et que plus d'informations pour que les élus puissent faire leur choix et puis qu'ils soient assurés que sur le pylône, on ait au moins 4 opérateurs sur le pylône, de manière à ce que les habitants des villages aient le choix dans les opérateurs, parce que quand on n'a qu'un opérateur sur un pylône, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de choix et qu'on est obligé d'utiliser les services de cet opérateur. Tout ça, c'est encadré, Nicolas. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Alors oui, c'est encadré. L'installation d'un pylône est la suite d'un processus qui est assez long, avec des autorisations, des consultations, effectivement en mairie possible, un accès au dossier. Et puis il y a aussi des règles de mutualisation qui sont soit contractuelles selon les zones, soit réglementaires. Et il y a toujours la possibilité à l'ARCEP d'intervenir derrière s'il y a un litige. Donc oui, c'est assez encadré. Ça a beaucoup été porté devant les tribunaux, en fait, malheureusement, pendant pas mal d'années, avec beaucoup de contentieux qui ont été gagnés par les opérateurs, parce que la réglementation, encore une fois, est très claire. Donc on a perdu un petit peu de temps dans les processus de concertation par cette phase qui est finie maintenant, mais qui était très judiciaire. Donc aujourd'hui, oui, vous avez, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de pylônes mutualisés entre opérateurs est beaucoup plus important que ce que les gens pensent. Il y a une raison économique à ça aussi, c'est que on met pas des pylônes juste pour le plaisir de gâcher la vision des gens. On met des pylônes pour assurer une couverture, et nous, notre intérêt, c'est de l'assurer de manière la plus optimale en termes économiques. Donc une mutualisation de pylônes peut avoir un sens, si techniquement elle a aussi un sens, si économiquement elle a un sens aussi. Patrick Chaise. Oui, en complément sur la mutualisation, dans le cadre de la loi justement pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, le sujet donc des pylônes est venu s'inviter, par rapport à son impact sur les paysages et son impact environnemental. Et donc il y a un article aujourd'hui dans cette loi qui oblige les opérateurs à étudier la mutualisation des antennes. Si donc effectivement cette mutualisation n'est pas possible, alors les opérateurs doivent le justifier techniquement. Voilà. Donc on a inversé un peu le phénomène. C'est d'abord la mutualisation, et si techniquement, effectivement, il y a une difficulté qui doit être effectivement apportée en preuve par l'opérateur, alors on peut construire un autre pylône. Mais je crois que la question des towerco, elle est plus compliquée que ça. Et ce qui était sous-jacent, me semble-t-il, dans l'interpellation, c'est la problématique des towerco qui vont racheter des baux qui arrivent à leur terme et qui peuvent, dans certains cas, faire en sorte que les opérateurs démontent leurs antennes de ces antennes. Ça peut aller jusque-là. Moi, j'ai un cas dans mon département où, d'une zone qui était une zone couverte, on se retrouve à une zone blanche. Parce que, donc, il y a eu une pirouette juridique qui a une tentative d'un towerco de venir préempter un site. Donc là, ça veut dire un peu plus d'accompagnement. C'est peut-être le rôle de l'ARCEP aussi de venir... Il y a des vœux de l'ARCEP demain, on sera à l'occasion de... Non, là, je crois que c'est pas tellement le rôle de l'ARCEP. Là, il y a des propositions qui ont été faites de texte. En fait, c'est plus qu'une towerco. Attention, quand on parle de towerco, c'est des entreprises qui font de la réserve foncière. C'est-à-dire, en gros, elles cherchent à récupérer un bail pour faire pression sur l'occupant du bail et augmenter la valeur du bail. Donc, évidemment, dans ce cas-là, les opérateurs n'ont qu'un choix, retirer l'antenne. Il est hors de question pour nous de se laisser faire face à un chantage. Donc, on retire l'antenne, ça abaisse effectivement la qualité de service. C'est regrettable. Il y a des moyens très simples, et on en débat, pour éviter ça. Il suffit de réglementer et aussi d'informer. Parce que c'est vrai qu'il y a un petit débat peut-être d'information des maires pour qu'ils soient conscients qu'effectivement, s'ils acceptent cette proposition, s'ils signent, parce qu'il y a des terrains municipaux derrière, le risque, c'est peut-être derrière de voir un des opérateurs, voire les 4 opérateurs, se retirer,
puisqu'on a des cas de retrait très, très, très clairement. Voilà, en tout cas, l'interpellation est faite et c'est l'occasion de discuter autour de tout ça ce soir. On va aussi parler ce soir de souveraineté, de cybersécurité et de résilience. Avant ça, Patrick Chaise, vous avez dit tout à l'heure, parler de la fiscalité, on parle beaucoup des impôts de production, qu'on aimerait bien baisser. Est-ce que c'est ça qui pourrait permettre aussi aux opérateurs d'être plus compétitifs? Et puis, voilà, sur quel chantier il faudrait travailler sur 2023, selon vous? Alors, abaisser les impôts, je ne suis pas persuadé que je sois mieux placé pour pouvoir apporter une réponse. Je dirais non, pas forcément, mais en tout cas mieux les répartir et faire en sorte que ces impôts, comme le disait Nicolas Guérin, reviennent finalement au secteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a une taxation qui est lourde dans le secteur des télécoms et qui se dilue un petit peu dans d'autres activités sans que le secteur, qui a pourtant besoin d'accompagnement financier, en bénéficie. Donc je dirais pas, je répondrai pas oui à la diminution, mais oui à la meilleure répartition, en tout cas une meilleure analyse de cette répartition. Donc ça, c'est un chantier qui me paraît important. Ça fait plusieurs années que je porte à chaque loi de finances des amendements pour tenter de corriger des effets de bord de cette fiscalité, sans être entendu. Il y a eu un rapport de l'IGF qui a été rendu il y a quelques mois. Je crois qu'il est temps aujourd'hui vraiment que le gouvernement et les pouvoirs publics se penchent sur ce sujet, qui devrait répondre à l'interpellation de Nicolas Guérin. Premier chantier. Allez. Mais un autre chantier. Oui, alors ça apporte et ça amène aussi la question des fonds de péréquation. Parce qu'on est sur un réseau qui est très hétérogène, à la fois rural et urbain, avec donc des coûts d'exploitation aussi hétérogènes et des recettes hétérogènes. Parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un réseau dans un site très dense que dans un site beaucoup plus rural. Et donc, il faut trouver les mécanismes qui permettent de faire en sorte qu'on arrive, puisqu'on a fait un choix d'un tarif unique sur le territoire national, à ce que les uns puissent accompagner les autres et que chacun retrouve, je dirais, les équilibres économiques dans ces modèles donc portés par les uns ou par les autres, que ce soit les opérateurs, donc quand c'est eux qui investissent, ou les collectivités quand elles sont également investisseurs. Deuxième chantier, mais c'est un chantier, j'allais dire, qui est finalement un chantier titanesque, puisque moi je suis convaincu qu'on est aujourd'hui à un point dans ce secteur d'activité qui ne permet plus d'analyser et de travailler les sujets indépendamment les uns des autres. Je m'explique. Si on travaille la fiscalité, alors on aura des effets de bord sur d'autres sujets, comme par exemple la tarification, comme le tarif du dégroupage, comme la répartition, etc. Si on travaille sur le tarif du dégroupage, on aura des effets, là aussi, sur d'autres secteurs d'activité. Et on sent bien que dès lors qu'on va toucher à un point, on aura des répercussions sur les autres points. Ce qui me fait dire aujourd'hui que si on veut vraiment redonner une lisibilité, parce que c'est aussi ça qui est important dans la fiscalité, c'est donner de la lisibilité et de la visibilité aux investisseurs et aux opérateurs. Eh bien, si on veut faire ça, il faut tout mettre sur la table, pouvoir donc se dire les choses, se donner les tenants et les aboutissants, les problématiques, mais aussi les attentes, et donc reconstruire l'ensemble du système pour retrouver un équilibre global. Donc c'est un chantier très important, mais aujourd'hui, je ne vois pas, moi, à titre personnel, d'autres issues
que cela. Donc sur quoi il faudra insister en 2023. On arrive presque au terme de cette table ronde. Un dernier mot sur tout ce qui va être cybersécurité. C'est vrai que moi j'avais quelques dirigeants d'entreprise il y a quelques jours et je leur disais quels sont un peu vos gros sujets quand on parle digital. Alors, ils me parlent, c'est l'infrastructure, mais ils me disent beaucoup, c'est la cybersécurité, c'est la souveraineté, c'est la sobriété, on vient d'en parler. Cybersécurité, évidemment, c'est l'un des gros sujets. On le voit encore, il y a tous les jours, on a une attaque avec des entreprises qui peuvent être à plat. Alors, très, très clairement, je pense que sur ces questions-là, que ce soit de résilience, de sécurité, de cybersécurité, etc., je pense qu'il faut très clairement distinguer la vie normale des réseaux des situations exceptionnelles. Je pense que dans notre pays, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Patrick, tout à l'heure, on a tendance toujours à tout mélanger. En fait, dans la vie normale des réseaux, ces questions sont intégrées par les opérateurs et faites-nous confiance pour effectivement avoir anticipé un certain nombre de sujets. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas, hein, mais que ce soit sur les questions de cyber, sur les questions de résilience, dans nos métiers, on déploie des réseaux entre extraordinairement au minimum 15 ans, voire plutôt 50 ans. Donc on anticipe des évolutions, on anticipe ces questions et donc on dimensionne nos réseaux aussi pour qu'ils soient résilients, pour qu'ils soient protégés le plus possible. Encore une fois, zéro risque, ça n'existe pas, mais donc on intègre ça. On a par exemple chez Orange anticipé aussi sur la question de la cyber en développant une activité cyber qui est dans les premiers en Europe avec des acquisitions. On a effectivement Orange Cyberdéfense qui est un prestataire qui fournit aujourd'hui beaucoup d'entreprises en France et qui est de très bon niveau dans la capacité qu'il a d'apporter de la sécurité. Donc attention, ça c'est la vie normale des réseaux entre guillemets, c'est horrible de le dire mais c'est la vie normale. Et puis il y a les situations exceptionnelles et je voudrais vraiment revenir sur ces cas-là. On a eu le Covid qui était une première alerte, donc les opérateurs ont tenu. Les réseaux ont augmenté, les capacités ont augmenté, on s'est concerté, on a réussi effectivement à tenir. Souvenons-nous, au printemps 2020, on se demandait tous, on disait aux gens, attention, ne regardez pas trop les vidéos. Enfin, voilà. Donc on a tenu, on a tenu. Aujourd'hui, on a une seconde crise, qui est la crise ukrainienne, qui a deux volets. Il y a le volet délestage dont on a parlé, et puis il y a des attaques cyber, dont beaucoup disent qu'elles sont liées à des attaques étatiques, etc. Donc ce qu'on dit, c'est pareil, attention, on peut prendre des mesures d'urgence, c'est ce qu'on est en train de faire. Le délestage, on est en train d'en discuter avec le gouvernement, on prend des mesures, etc. La cyber, on est en train d'intervenir auprès des collectivités locales, dans les Alpes-Maritimes, à Corbeil, dans le 77, on les aide. Mais ça c'est de l'urgence. Il faut repasser dans un mode long terme sur ces deux sujets-là. Et donc c'est un petit peu le message que je veux faire passer. Repasser dans un mode long terme, ça veut dire qu'en France, maintenant, toute organisation, toute entité en matière de cyber doit intégrer dans ses budgets, doit intégrer dans ses expressions de besoin des protections cyber. On a une offre, tous les opérateurs ont une offre, il faut qu'ils l'achètent. Il ne faut pas attendre un an, il ne faut pas attendre, d'avoir une crise cyber pour faire appel aux pompiers qui va essayer d'éteindre l'incendie. On a des cas très concrets que je ne citerai pas là, où des gens avaient acheté des prestations cyber, on est sur des vols de données de quelques dizaines de milliers, d'autres n'avaient pas acheté la prestation, on est sur des blocages totaux d'activité. Donc c'est l'anticipation. Sur le délestage, c'est le même message que je veux faire passer. Attention à ne pas se dire « oui, finalement c'est facile, il n'y a qu'à passer une loi sur la résilience des réseaux, on va passer les batteries à 2 heures, on va demander aux opérateurs de faire ci, de faire ça ». Sauf que nous, on a dimensionné nos réseaux dans des investissements de long terme et des déploiements de long terme, sans avoir aucune idée qu'un jour, peut-être, les énergéticiens ne nous fourniraient pas l'énergie. Donc il faut qu'on ait un dialogue très constructif pour qu'on dise aux opérateurs, qu'on leur dise « qu'est-ce qu'on attend de vous ?» dans le long terme et qu'on nous laisse le temps de nous adapter. C'est vraiment, excusez-moi d'insister là-dessus, mais délester Paris, délester un site en ruralité, c'est pas la même chose en termes de protection de réseau. Effectivement, il y a un débat politique. Là, je suis sur le débat technique. C'est vraiment, il faut délester, avoir des générateurs au fioul, c'est pas tout à fait la même chose en termes d'impact environnemental que des générateurs au lithium. Les générateurs au lithium, ça se met pas partout, c'est pas le même prix. Donc, il faut qu'on nous dise quelles vont être les politiques de délestage, comme effectivement des échanges très constructifs sur les politiques RSE. À ce moment-là, on adaptera nos réseaux en tant que de besoin, en posant la question du financement de ces adaptations. Mais attention, il ne faut pas en permanence être dans la crise, dans la gestion de crise et dans l'urgence. Ce qui arrive souvent, vous le disiez, dans le domaine cybersécurité. Voilà. Lien cybersécurité avec la souveraineté, Édouard Bouygues, justement. Comment bâtir une souveraineté numérique nationale, européenne, selon vous ? Oui, alors sur le sujet de la souveraineté, moi, je vois deux sujets majeurs. Le premier, c'est la maîtrise de la quantité de streaming vidéo. Il faut qu'on ait la main
la main, ou en tout cas qu'on arrive à contrôler cette explosion. Et deuxième, c'est le sujet du cloud de confiance. En fait, le numérique a apporté quelque chose de fondamentalement nouveau dans les échanges internationaux que nous n'avons pas connu avant. C'est qu'il n'y a pas de douane, il n'y a pas de droit de douane, il n'y a rien, il n'y a aucun... ça arrive de n'importe où et c'est formidable, mais en même temps, ça oblige à réfléchir un tout petit peu différemment. Et on a besoin de maîtriser un peu cette explosion des trafics. Je vous donne juste quelques chiffres, quelques-uns ici qui connaissent bien le secteur doivent déjà les connaître, mais dès demain, c'est 80% de la capacité de nos réseaux qui sera occupée par du streaming vidéo. Entre 2015 et maintenant, on est passé de 1,5 giga par mois de consommation moyenne par client mobile à 15. C'est 10 fois plus. Et on anticipe qu'avant 2030, on sera à plus de 50 gigas par mois. C'est colossal. Nos investissements sont déjà de 15 milliards. Ils vont encore continuer à augmenter. Il n'y a pas de limite. Si en plus on nous demande de mettre des batteries, je crois que c'est combien une batterie déjà pour une antenne, un site mobile? C'est 600 kilos, c'est ça? Et il faut les changer tous les... Ouais. Enfin, il faut les changer tous les 2 ans. Il y a une maintenance. En fait, vous mettez à plat les opérateurs. Donc, il y a vraiment un sujet là-dessus. On est en train de financer à nos frais des autoroutes. On rajoute des voies. Et puis, il y a des gros camions de livraison qui viennent américains, souvent. Par exemple, des États-Unis. Je n'ai rien contre les Américains, mais c'est quand même eux les plus forts là-dedans. Et qui les empruntent et qui ne payent pas le péage, quoi. Donc, il y a un moment, comment on fait? Et surtout, comment on atteint nos objectifs carbone de ce côté-là. Et puis, il y a le deuxième sujet, c'est le cloud de confiance. Il va revenir aux clients, administrations publiques et entreprises souhaitant maîtriser leurs données de bout en bout, de faire leur choix entre différentes solutions françaises qui présenteront des intérêts en termes de souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'aura pas quelqu'un qui peut venir dire « Ah non, là je récupère tout ce que vous avez stocké, et je vais pouvoir faire ce que je veux avec, fouiller dedans. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est déjà sur mon sol. » Avec les solutions qui sont en train d'être déployées en France, on va pouvoir permettre une vraie souveraineté sur le cloud de confiance. C'est ce qu'on va arriver, notamment celle sur laquelle travaille Bouygues Télécom avec Numspot. Par exemple, je ne suis pas venu pour faire de la pub spécialement pour le Nord. Ça en fait partie. On a vu les autres, Bleu qui concerne Orange Business. Enfin voilà, tout est en train de se mettre en place. Mais il me reste à vous remercier tous les 4. Merci infiniment. On peut vous applaudir. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier débat. Bienvenue à vous, donc dans l'ordre Arthur Dreyfus, PDG d'Altis France, Béatrice Piron, députée des Yvelines, et Mireille Clapeau, députée de la Drôme. Arthur, je vais démarrer avec vous pour nous parler un peu des enjeux de l'inclusion numérique aujourd'hui en France et comment les opérateurs se mobilisent très concrètement pour lutter contre cette, alors on continue à l'appeler, cette fracture numérique, alors il faut que je illectronisme, voilà, pour bien le dire, voilà, et quelles sont les levées d'action mises en place par les opérateurs, notamment au sein de la FFT. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. Comme l'a parfaitement dit Nicolas Guérin il y a quelques instants, nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans le plus grand chantier d'infrastructure du pays. Nous avons transformé l'aménagement numérique du territoire et la France de 2022 ne ressemble plus à la France de 2017, pour prendre une date au hasard. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la fibre, aujourd'hui, est raccordable pour 72% des foyers français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la 4G est disponible pour 99% de la population française. Mais une fois que nous avons investi 15 milliards d'euros l'année dernière, des dizaines de milliards les années précédentes, une fois que nous avons transformé cet aménagement numérique du territoire, une fois que nous avons changé la vie des Français, la vie des collectivités, la vie des entreprises, encore faut-il que celles et ceux qui en bénéficient puissent réellement en bénéficier. Et donc, c'est mettre en place des mesures, mettre en place des organisations qui permettent d'aider les Français, d'aider les collectivités, d'aider les entreprises à
faire bon usage du numérique. Qu'est-ce que cela veut dire, faire bon usage du numérique? Ça veut dire savoir utiliser les outils numériques. Et ce qui, dans cette salle, certainement paraît être une évidence, n'est pas une évidence pour tous les Français. Aujourd'hui, on parle de 13 millions de Français exclus du numérique. Et donc, l'ensemble des entreprises du secteur des télécoms et un certain nombre de collectivités également, un certain nombre d'associations de collectivités se sont mobilisées ces dernières années pour former, accompagner, aider les Français à devenir des acteurs du numérique et à ce que le numérique leur soit utile dans leur vie quotidienne. Et donc, sans citer les dizaines, voire les centaines d'initiatives qui ont pu être prises, il est absolument remarquable de voir que ce soit Orange dans ses boutiques qui a ouvert un certain nombre d'accès de formation pour les clients qui ne savaient pas utiliser un smartphone, qui ne savaient pas faire ces démarches en ligne, que ce soit Bouygues Télécom qui a permis aux Français qui étaient sourds ou malentendants de pouvoir accéder grâce à leur box, grâce à leur service numérique, leur permettre l'accès au numérique, que ce soit SFR qui a accompagné à la création et au développement d'Emmaüs Connect avec des centres pour former les personnes, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes qui n'ont pas reçu de formation, pour leur permettre de savoir comment utiliser un smartphone, comment se connecter, comment avoir une adresse mail, comment faire un CV en ligne, comment faire ces démarches de service public, parce que tous ces milliards d'euros que nous avons mis sur la table, tous ces investissements que nous avons consentis, il faut que ce soit utile aux Français, utile au pays. Parce que vous pensez, c'est ce qu'on a pu reprocher à un moment alors, à l'univers des télécoms de façon générale, hein, pas à un opérateur particulier, mais d'aller très vite parce qu'on veut déployer, c'est l'innovation, on se dit voilà, tout le monde va être dans le mouvement, et puis tout d'un coup on se rend compte que non, tout le monde n'est pas dans le mouvement. Nous sommes les champions d'Europe du déploiement. Nous faisons la fierté du pays, évidemment, mais également nous sommes un modèle pour un certain nombre de pays étrangers. Nous avons la chance en France d'avoir des acteurs forts qui ont l'opportunité d'être des acteurs des télécoms aussi dans d'autres pays. C'est notamment le cas d'Orange, c'est le cas d'SFR, c'est le cas de Free. Et donc nous constatons ô combien nous sommes en avance en matière de déploiement en France. Mais nous n'avons pas oublié les Français et les collectivités. Et les engagements en matière d'inclusion numérique, nous les avons pris dès le début. Mais c'est aujourd'hui où la fibre est très largement déployée, où la 4G est accessible partout, où l'on se rend compte qu'il y a encore des Français exclus du numérique. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand bien même le déploiement est fini ou presque fini, il nous faut continuer cet effort avec les associations, avec les collectivités. C'est un effort de terrain, c'est un effort de proximité. Vous avez utilisé le mot d'électronisme. L'électronisme aura le même effet que l'analphabétisme a eu ou a pu avoir ou peut encore avoir aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui faire partie de la société, chercher un job, suivre ses cours si nous ne savons pas utiliser les outils numériques. Et c'est ce sur quoi vous travaillez, hein, Béatrice Piron. Donc on salue déjà votre première participation à ce débat organisé par la Fédération française des télécoms. Ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce sujet, parce que c'est vrai, on a l'impression, parce qu'on vit ces services au quotidien, et puis même on voit des plus jeunes, des moins jeunes qui utilisent leur mobile pour téléphoner. On s'est dit, bon, c'est bon, tout le monde sait comment ça fonctionne, allons-y. On voit des téléphones qui sont vendus sans mode d'emploi, donc on se dit, bon, ça y est, c'est facilement compréhensible. Et en fait, non, pas du tout. Oui, donc je suis entrée en politique il y a un peu plus de 5 ans, et donc depuis le début de mon mandat, je me suis battue pour travailler sur ce sujet de l'électronisme. Alors il y avait déjà, et j'étais présidente du groupe d'études, donc à l'Assemblée nationale il y a certains groupes d'études, et j'étais en charge du groupe d'études illettrisme, et on a de suite voulu créer un nouveau groupe qui est ou associer la problématique de l'électronisme à ce groupe d'études pour pouvoir permettre d'évoquer, d'étudier ces problématiques. Comme vous dites, aujourd'hui, la fibre ou la 4G arrive, on va dire, presque dans toutes les maisons, mais ce n'est pas pour autant que tous les Français savent l'utiliser et sont à même de l'utiliser. Pendant longtemps, je pense qu'on a pensé que
les enfants qui naissaient dans un environnement totalement numérique auraient, on va dire, le numérique en eux, comme si c'était une puce à la naissance et qui ne poserait jamais aucun problème. Et on pensait que les gens qui étaient éloignés du numérique se réduiraient petit à petit, d'année après année. Et en fin de compte, non. Aujourd'hui, on sait qu'on a, donc, vous disiez, 13 millions, à peu près, pas loin de 20% de la population aujourd'hui qui est en situation d'électronisme et qui n'arrive pas donc à utiliser le numérique. Et on en a dans toutes les tranches d'âge. Ce n'est pas que les seniors, ce ne sont pas que les aînés qui n'ont pas appris à l'école. Aujourd'hui, on s'aperçoit que même sur des jeunes qui sortent avec un baccalauréat, par exemple, ils ne sont pas forcément à même de s'inscrire sur un site de Pôle emploi, télécharger un CV, utiliser des moteurs de recherche correctement, se protéger, connaître des règles de base de sécurité donc, sur le numérique. Et donc, même sur des publics les plus jeunes, on s'aperçoit qu'on a donc cette problématique. Et c'est un sujet qui va bloquer ou qui va freiner tout le monde si toute la société ne peut pas en profiter, parce que c'est un gros facteur d'intégration professionnelle. Alors parmi les plus jeunes, évidemment, ils en ont besoin pour trouver leur premier emploi, mais aujourd'hui, on a aussi plusieurs métiers, ou de nombreux métiers aujourd'hui qui n'étaient pas numérisés jusqu'à présent. Donc moi, je l'ai vécu, puisque avant d'être en politique, j'avais une entreprise de service à la personne, les aides ménagères, les aides à domicile, les assistants de vie des personnes âgées. Aujourd'hui, c'était des métiers où on considérait que bon, le numérique, c'était pas fondamental pour eux, mais on s'aperçoit qu'en fin de compte, toutes les sociétés, puisque ce sont des métiers qui se construisent, qui s'organisent, elles ont besoin d'envoyer des plannings à leurs salariés, elles ont besoin d'échanger avec elles par SMS, par des applications. Accéder à des services sociaux, enfin divers et variés. puis même les personnes âgées, donc on a besoin de les accompagner, de les aider justement à accéder à des services de la société, le jour où ils ont besoin de prendre un rendez-vous pour se faire vacciner, des choses de ce genre-là. Donc tout le monde aujourd'hui a besoin d'accéder aux services publics. Tout le monde a besoin pour accéder à ses droits, à un moment ou à un autre, de passer sur une plateforme numérique. Et donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a des... vous parliez de l'illettrisme, on a connu ça aussi dans l'alphabétisation. Il y a des réfractaires. Alors, il y a des réfractaires qui aujourd'hui refusent de s'y mettre, et je pense qu'on ne peut pas les contraindre, et c'est pour ça aussi que l'État donc, a envisagé pour certaines choses, de faire à la place d'eux. Donc, on accompagne les gens, on les aide. Donc il y a les maisons France Service qui vont permettre à tous les Français qui ne veulent pas s'impliquer eux-mêmes dans ces accès numériques à se déplacer sur un service public qui les assistera, qui fera pour eux. Il y a Aidant Connect également qui permet donc à des assistants sociaux, on va dire, de prendre la main et de se connecter en lieu et place donc d'un bénéficiaire. Et puis un dernier point aussi, c'est alors quand on a préparé cette table ronde, on a parlé de la citoyenneté. Enfin, c'est l'accès à l'information. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte. On a l'impression que tout le monde est ultra trop informé, même parfois, mais parfois non. Ou alors on est mal informé parce qu'on va être, vous le disiez tout à l'heure, sur des réseaux sociaux, à suivre uniquement un certain type de contenu. Alors l'accès à l'information est un sujet très important, donc y compris pour nos jeunes. Aujourd'hui, donc, on n'a pas tous les mêmes réseaux d'information. Donc, entre les personnes qui regardent le JT ou qui lisent la presse ou qui ne regardent que TikTok, l'information n'est pas la même. Donc, il est important de former nos jeunes et de former les Français en général sur le contrôle de la véracité des informations, parce que tous les médias n'ont pas la même fiabilité. Et comme je vous disais aussi, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous chez un médecin aujourd'hui, tout le monde a besoin d'aller à un moment ou à un autre sur le numérique. Mireille Clapeau, vous êtes, je rappelle, présidente de la commission, députée de la Drôme, aussi qui est présidente de la commission supérieure du numérique et des postes. Quel regard vous portez justement sur les politiques d'inclusion numérique menées à la fois par les pouvoirs publics et puis ce dont parlait Arthur Dreyfus à l'instant, menées par les opérateurs télécoms? Oui, alors peut-être juste un mot d'introduction. Commission supérieure du numérique et des postes, c'est 7 députés, 7 sénateurs, 3 personnalités qualifiées de tous bords politiques et qui travaillent sur ces différents sujets. Le numérique, c'est très vaste, donc la sécurité, les enjeux sociétaux, l'inclusion numérique et puis la sobriété et les questions de transformation de services publics.
Et donc, nous avons travaillé récemment sur l'inclusion numérique. Alors, je voudrais d'abord reprendre ce que disait Monsieur Dreyfus sur le fait que les opérateurs, effectivement, ont travaillé sur l'inclusion numérique, hein, avec des projets très intéressants. Bon, Orange, c'est les maisons digitales, SFR avec Emmaüs Connect pour aider à se connecter à des, de façon... Enfin, avec des prix assez bas, accéder aussi à du matériel reconditionné bon marché, Bouygues Télécom avec le SAMU social, Free avec une lutte contre l'exclusion numérique. Et tout ça, ce sont des initiatives effectivement qu'on soutient complètement. Mais nous, à la Commission, nous pensons que cette lutte contre l'exclusion numérique et cette lutte pour l'inclusion numérique, ça doit relever d'un service public. Service public, à ce moment-là, on change de dimension. C'est une transformation qui doit être prise en compte par les pouvoirs publics, alors qu'ils soient État, collectivités locales, intercommunalités. Et nous pensons qu'il faut d'abord bien identifier le phénomène. Donc, on a parlé de 13 millions de personnes en situation d'exclusion numérique. Dans les mois qui viennent, la Mednum va éditer un nouveau baromètre et ça va permettre, avec une étude de Crédoc, de vraiment savoir de quoi on parle et comment aller chercher ces personnes qui sont en situation d'exclusion numérique. Et puis, il y a eu une première étape importante dont je voudrais parler, qui est le lancement en 2020 des postes de conseillers numériques, donc conseillers numériques France Service, même s'ils ne sont pas tous rattachés à des France Service. Ils sont 4000 quasiment, l'objectif était de 4000, il est atteint. Et ce sont quand même sur les 13 millions, 1 million de personnes qui ont été accompagnées par ces conseillers numériques. Nous, il nous semble que pour répondre à ces critères d'une politique publique efficace, il faut une accessibilité technique, développer les infrastructures fixes et mobiles, aider à l'équipement informatique aussi. Hein, on l'a vu pendant le confinement, les enseignants, les élèves, ils avaient besoin d'être outillés. Et puis on revient donc aux démarches dont on parle, une meilleure prise en compte de l'usager par une formation, par une médiation numérique. Et je rebouclerai peut-être sur les opérateurs en disant qu'il faut aussi un tarif de connexion qui soit raisonnable, qui soit accessible au plus grand nombre, parce que l'accessibilité, ça passe par ce domaine. Et donc, notre commission a été vigilante sur ce sujet, d'autant plus en période d'inflation, d'augmentation des prix de l'énergie. Il faut faire attention que les tarifs qui sont effectivement très bas au niveau européen ne soient pas complètement grignotés dans un budget par l'augmentation générale de l'équipement et des postes budgétaires pour les ménages. On aura l'occasion d'en dire sur les conseillers numériques dans un instant, parce qu'il y a un avis qui a été rendu, on en reparlera juste après. Justement, Béatrice Biron, je rebondis sur ce que vient de dire Mireille Clapeau. Comment on va structurer, outiller ces réseaux d'inclusion numérique aujourd'hui sur les territoires? Est-ce qu'il y a des stratégies publiques qui sont mises en place? Alors, il y a eu, donc, Mireille a parlé, donc, les conseillers numériques qui sont parfois donc, associés à des maisons France Service et parfois mis dans des collectivités territoriales ou des associations. Donc, ils sont nombreux. Donc, aujourd'hui, on approche les 4000, mais on vise les 8000 à très court terme. Et je pense que c'est un métier qui, en dehors même du pur rôle de conseiller numérique qui a été lancé, initié donc, par l'État il y a quelques années ou quelques mois. C'est un métier qui va exister à part entière. Aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quel service public, que ce soit la CAF, que ce soit la sécurité sociale, vous avez souvent des terminaux en libre service à l'entrée, y compris peut-être même dans les gares. Et on a besoin de personnes qui accompagnent les gens pour les aider, donc à prendre en main ces outils numériques. Et donc ces agents d'accueil numériques, je pense que c'est une profession qui va se développer et qui va être nécessaire. Il y a eu aussi les passes numériques. Sachant que c'est compliqué, parce que le numérique, c'est un métier, on entend tout le temps parler de pénurie, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, enfin à tous les niveaux. Hein, donc voilà, il faudra se battre aussi. Il va falloir former, oui, tout à fait. Il y a le pass numérique qui avait été lancé tout au début, donc il y a 5 ans, qui permet donc d'offrir à des personnes défavorisées
des heures de formation qui sont dispensées par des associations qui sont agréées. Donc j'avais discuté à un moment où on travaillait, on avait fait une conférence avec la Fondation SFR et avec Emmaüs Connect, donc qui est preneur de ces chèques passe numériques. Donc aujourd'hui, c'est plus de 400 000 personnes qui ont été formées par ces chéquiers de passe numérique. Et donc, on organise petit à petit, localement. Je dirais que rares sont les communes aujourd'hui qui ne se préoccupent pas d'avoir soit à leur sein une solution, soit dans une ville voisine, quand on est vraiment en pleine ruralité. Mais aujourd'hui, tous les élus sont préoccupés et ont bien conscience de cette problématique. Oui, on sent bien qu'aujourd'hui, de toute façon, ça fait partie de nos vies. Et d'ailleurs, vous en parliez au niveau du budget, c'est important aussi de le rappeler. Mireille Clapeau, comment l'Europe, justement, donc là, ce n'est pas qu'un sujet franco-français, c'est un sujet européen aussi. Justement, comment l'Europe se mobilise, elle aussi, sur ces sujets d'inclusion numérique? Alors, effectivement, dans l'avis que nous allons publier demain sur les conseillers numériques, nous posons la question du financement parce qu'il faut pérenniser ces dispositifs et ces dispositifs de politique publique sont éligibles à des fonds européens. Le problème, c'est qu'on est là dans une sorte de contradiction entre ces 13 millions de personnes, comment les atteindre, et le dernier kilomètre, le dernier mètre, finalement, ce sont des associations, des collectivités qui les portent, et avec parfois des projets qui sont de quelques dizaines de milliers d'euros. Et pour mobiliser les fonds européens, il faut tout de suite passer à l'échelle et avoir des porteurs de projets qui soient d'une dimension plus importante. Donc nous, ce que nous préconisons, c'est que le gouvernement lance des discussions avec la Commission européenne pour voir quels sont les fonds qui seraient éligibles à cette politique publique et puis qu'on lance une démarche qui permettrait de les mobiliser. Avec juste répartition. Donc ça, c'est l'avis qui sortira demain, dont on aura un peu toutes les propositions. Oui, et avec d'autres propositions où nous disons que le dispositif semble être bon, mais qu'il faut le pérenniser, professionnaliser les conseillers numériques. Il faut aussi aller vers plus d'accessibilité. J'en profite d'ailleurs pour saluer les interprètes en langue des signes, parce que l'accessibilité, c'est aussi ça. Merci à elle. Et puis, il faudra sans doute aller vers aussi des populations qui sont assez éloignées des dispositifs, y compris, et c'est un petit peu audacieux, vers les personnes qui sont privées de liberté en milieu carcéral, ou peut-être pour les préparer à une insertion, il faudra peut-être les préparer au numérique. Voilà, c'est un nouveau chantier, un chantier qui se poursuit aussi pour les opérateurs. Arthur Dreyfus, donc au déploiement, les opérateurs au cours du déploiement des infrastructures numériques qui sont essentielles, donc on l'a compris, notre vie économique, notre vie sociale. On nous parle aujourd'hui de réseaux 5G plus inclusifs, ça veut dire quoi derrière? Le premier intérêt d'abord du déploiement rapide que nous menons actuellement sur la 5G, c'est pour désengorger les réseaux 4G. Comme ça a été dit lors de la précédente table ronde, on a une augmentation colossale du trafic sur nos réseaux. Donc le premier besoin que nous avions, c'était de désengorger nos réseaux 4G. Ça, c'était le premier objectif de la 5G. Ensuite, la 5G va permettre une transformation, ou en tout cas nous l'espérons, une transformation des usages. Les usages, on a bien vu que ces usages ont déjà très fortement évolué, notamment pendant la période de Covid et les périodes de confinement. Merci Madame la Présidente de l'avoir évoqué. Le premier besoin des Français pendant le confinement a été un besoin de connectivité. Et c'est la raison pour laquelle les opérateurs ont mené 2 chantiers simultanément. Le premier, c'était de poursuivre les déploiements pendant cette période de confinement. Et le deuxième, ça a été d'offrir en quantité industrielle des possibilités de connectivité à ces écoliers, à ces collégiens, à ces lycéens, à ces étudiants qui étaient dans l'impossibilité de se rendre en cours. Donc nous avons fourni des centaines de milliers de smartphones, des centaines de milliers de tablettes, des centaines de millions de gigaoctets pour se connecter. On était en 4G à ce moment-là. Et à ce moment-là, pendant cette période de confinement, les Français devaient pouvoir continuer de faire leurs démarches du quotidien. Parmi ces démarches du quotidien, il y a évidemment les démarches médicales, par exemple. Avant le confinement, il y a les consultations, sur les consultations médicales, sur toutes les consultations médicales réalisées, seuls 1% d'entre elles étaient des
téléconsultation. Après le Covid, on est passé à 11%. La 5G permettra assurément de simplifier l'accès à la télémédecine et donc de faire passer ce 11% à 20%, 30%, 40% dans les années à venir. La 5G permettra, par le gain de débit, par le gain de réactivité, par la massification d'objets connectés, de changer bien des industries. De changer, et je le dis sous le contrôle du président de l'ARCOM, qui nous fait l'honneur d'être présent ici. Il n'y a pas d'OPA de l'ARCOM sur l'ARCEP, en tout cas, je ne crois pas que ce soit le sens de la présence du président de l'ARCOM, mais c'est le lien très fort entre les opérateurs et le régulateur et les régulateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous avoir présent, Monsieur le Président. Mais prenons l'exemple des JO 2024 qui arrivent. La 5G va permettre, outre le désengorgement des réseaux 4G dont on parlait, va permettre également la multidiffusion, et la multidiffusion en France et à l'international des événements sportifs qui seront simultanément suivis par des milliards de personnes. Et ce que ne permettaient pas les technologies d'hier, la 5G le permettra. Donc, dans un certain nombre d'industries, dans l'industrie de la santé, dans les industries 3.0, 4.0 dont nous parlons beaucoup et dont vous parlez régulièrement, Frédéric, dans l'éducation, dans les médias, la 5G va être plus inclusive en ce sens qu'elle permettra à plus de Français ou à plus de citoyens d'avoir accès à des services auxquels elles n'avaient pas accès jusqu'à présent. Ça veut dire que ça peut être aussi, on parlait aussi de tarifs, donc on sait, voilà, il y a une étendue des tarifs chez tous les opérateurs qui permettent, voilà, chaque budget de trouver un peu une réponse, mais on parlait de reconditionnement, d'obsolescence, que les équipements ont un certain coût. Est-ce que les opérateurs, oui, s'engagent aussi à travailler sur du reconditionné, enfin, voir ça dans les boutiques, voir ça dans les offres sur les sites internet? Absolument, vous me tendez la perche des tarifs, ouais. Mais ça permet de rappeler que nous avons en France les tarifs les plus bas d'Europe. Donc, tous les tarifs des opérateurs télécoms pourraient être considérés d'ores et déjà comme des tarifs sociaux. Néanmoins, nous avons tous, en plus de ces tarifs bas, qui existent dans chacune de nos offres pour chacun des opérateurs, nous avons en plus des tarifs dits sociaux pour permettre à tous les Français, quel que soit leur revenu, d'avoir accès au numérique. Pour répondre à votre question, évidemment, et comme le disait Édouard Bouygues il y a quelques instants, nous sommes engagés sur les chantiers de transformation environnementale. Ces chantiers, ça passe dans la typologie d'équipement, dans la typologie d'investissement, mais également dans la typologie de services que nous fournissons et de produits que nous vendons à nos clients. Et donc évidemment, le reconditionné et les équipements reconditionnés sont en croissance à 2 chiffres ou 3 chiffres selon les opérateurs, car c'est un besoin pour le pays et c'est aussi une attente de nos clients. Très bien, il nous reste à vous remercier tous les trois, Arthur Dreyfus, Béatrice Piron et Mireille Clapeau. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'ARCOM, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations, Mesdames et Messieurs, chers collègues, partenaires et amis, ce soir, nous avons enfin le plaisir de nous retrouver dans un même lieu et dans un même temps pour une belle action, célébrer les 15 années de la Fédération française des télécoms. Et pour dessiner les perspectives, à un horizon un peu plus modeste que celui de 15 ans, celui de l'année 2023. La période a, il est vrai, rarement eu un horizon aussi brumeux, que ce soit après 2 ans de pandémie que nous avons traversé en continuant à fournir des services aux Français, avec une inflation dont peu d'entre nous ont une mémoire opérationnelle. L'IPI, l'indice de la production et des prix à l'importation, a augmenté de 34% en 3 ans.
avec aussi un marché de l'énergie perturbé et un partage de la valeur qui n'a jamais été aussi déséquilibré au sein de l'écosystème numérique. Mais si nous sommes réunis ici ce soir, c'est parce que la contribution des opérateurs à l'aménagement numérique du territoire n'a jamais été si nécessaire, si forte et si responsable. Si nécessaire parce que le télétravail, les téléconsultations sont devenus notre quotidien. Nécessaire encore parce que nos emplois génèrent d'autres emplois. Un emploi télécom, c'est 2,5 emplois induits. Et des emplois en France à 85% qui, à leur tour, créent de la valeur 2,2 fois celle de la moyenne des services marchands. Les emplois télécoms, ce ne sont pas que des chiffres. Ce sont des femmes, des hommes, des ingénieurs, des techniciens qui déploient tous les jours sur le terrain, des financiers, des analystes de la donnée, mais aussi des câbleurs, des développeurs, des soudeurs, des ouvriers, des chefs de projet, des commerciaux, des installateurs. Notre contribution est forte. Nous détenons un quadruple record européen. Il a été beaucoup rappelé ces derniers jours, mais je crois qu'il est normal de s'arrêter un instant pour regarder le chemin parcouru, surtout lorsque nous détenons des records au niveau européen, ce qui n'est pas si fréquent. Un record des investissements, plus de 20% de notre chiffre d'affaires, 14,9 milliards d'euros, l'équivalent de 900 collèges tout neufs. Celui du nombre de foyers fibrés, 24 millions, du pourcentage de la population bénéficiant du très haut débit mobile, 99%, et celui de l'équipement mobile en zone très rurale, avec déjà plus de 2000 sites déjà déployés dans le cadre du New Deal. Nous inaugurerons jeudi le 2000e, notamment avec Xavier Battu en Seine-Maritime, et 1500 autres déjà identifiés et qui seront livrés dans moins de 2 ans. Le quatrième record, c'est celui des tarifs. Nous avons les tarifs les plus bas en Europe, 3 fois inférieurs à ceux de l'Allemagne sur le mobile, 40% moins chers sur le fixe. Nous sommes, il est vrai, beaucoup stimulés par les élus qui ont un fort appétit de connectivité, et je les en remercie, et qui sont nos partenaires au quotidien dans nos déploiements, et évidemment par notre régulateur, l'ARCEP, et par le gouvernement qui s'intéresse à l'aménagement numérique du territoire et à l'équité territoriale. Je sais qu'il reste du chemin à parcourir, cela a été dit ce soir, que ce soit pour le déploiement de la fibre, que ce soit pour la qualité de service, que ce soit aussi pour le déploiement de la 5G. Mais il faut le reconnaître, nous sommes en avance sur nos partenaires, y compris sur notre étalon de référence, l'Allemagne. Nous n'avons jamais, enfin, été aussi responsables, car on ne peut consentir des investissements aussi colossaux sans avoir la chance d'avoir des opérateurs télécoms qui sont des capitaines d'industrie, tous engagés dans le long terme. Ça tombe bien, le long terme, c'est aussi l'horizon des enjeux climatiques. Nous nous sommes tous engagés, dans le cadre des accords de Paris, à être neutres en carbone à l'horizon 2040. Et nous avons déjà, en 1 an, date à laquelle nous avons publié notre première charte sur l'environnement, accompli de beaux progrès. Les opérateurs membres de la Fédération française des télécoms et Free, nous avons réduit de 10% nos émissions directes en 1 an. Le taux de recours aux énergies renouvelables a cru de 70%, là aussi en 1 an. Nous avons plus que doublé la vente de téléphones reconditionnés et augmenté de 50% la reprise des téléphones depuis l'année dernière. Nous ne nous arrêterons pas, bien sûr, en si bon chemin. La responsabilité, c'est aussi l'inclusion. Nous avons parlé tout à l'heure d'électronisme. Il y a aussi une question d'inclusion qui est liée à celle des Français qui souffrent de handicap. Et je salue Jérémy Bourrois qui est présent ici dans la salle. Nous encourageons vivement la réforme annoncée par Geneviève Darrieussecq il y a une quinzaine de jours, qui permettra aux 12 millions de Français souffrant de handicap de choisir eux-mêmes la solution la plus adaptée à leurs besoins
pour passer leurs appels aux entreprises, aux services publics, mais aussi à leurs proches. La loi ne suffira pas seule, il faudra aussi un plan métier solide et ambitieux. Bien entendu, cet engagement colossal, nécessaire et responsable, nécessite que nous ayons des leviers pour le maintenir durablement. Nous savons que nous avons en vous, Monsieur le Ministre, un interlocuteur vif, exigeant, qui sait nous challenger, comme on dit en bon français, mais qui sait aussi être un soutien quand on le convainc de l'intérêt d'une action commune au service de l'intérêt général. Permettez-moi alors de profiter de cet instant pour très respectueusement partager avec vous quelques préoccupations autour de 3 thèmes: simplifier, libérer, rétablir l'équité. Simplifier d'abord. Chaque jour, sur le terrain, nous faisons face à des injonctions contradictoires. Oui à la 4G, non à la 5G. Oui au très haut débit mobile ou fixe, mais sans antenne ni génie civil. Oui aux précautions sur les émissions des ondes. Et oui au New Deal, mais non à des antennes à plus de 30 mètres d'un hameau ou d'un village en littoral. Si nous voulons être au rendez-vous de l'aménagement du territoire, nous aurons besoin des pouvoirs publics. Plus de 1700 sites mobiles sont notamment potentiellement bloqués. Nous avons aussi parlé tout à l'heure des questions de spéculation foncière qui préoccupent de nombreux élus, et évidemment au premier chef les opérateurs télécoms. Nous appelons de nos vœux une loi Pacte 2 qui simplifie considérablement les déploiements fixes et mobiles sur tout le territoire et qui bénéficiera à tous les acteurs économiques. Nous vous avons remis à cet effet des propositions, nous espérons les voir concrétisées, pas seulement d'ailleurs au bénéfice des opérateurs télécoms, mais aussi au bénéfice de tous les autres secteurs de l'économie qui ont besoin de simplification pour continuer à croître en cette période difficile. Libérer ensuite. Je le dirai assez directement. Nous sommes pénalisés par les impôts de production. Et nous sommes pénalisés parce que nous investissons, parce que nous ne pouvons et ne voulons pas délocaliser. Nous faisons pourtant mieux, bien mieux qu'en Allemagne, je l'ai rappelé tout à l'heure, en termes d'aménagement numérique du territoire. Notre taux d'effort en matière d'investissement est supérieur de 50% au taux allemand. Nous avons 3 fois plus de foyers fibrés, plus de sites mobiles dans les zones rurales et de montagne, et je le disais tout à l'heure, des tarifs bien plus attractifs. Pourtant, nous payons 15 fois plus de fiscalité spécifique. J'ai bien dit 15 fois plus. 1,5 milliard d'euros en 2021 ont ainsi en France pénalisé les investissements et ont été distraits de l'aménagement numérique du territoire. Nous demandons donc logiquement à ne pas être les laissés pour compte de la réforme des impôts de production. Nous avons déjà 2 rapports de l'Inspection générale des finances qui apportent des conclusions très claires et dont nous espérons qu'ils nourriront des réformes, que ce soit sur l'IFER et sur la copie privée. Nous avons une urgence particulière d'ailleurs sur l'IFER qui est de corriger les effets de l'inflation. Et nous remercions les parlementaires, nombreux ce soir, pour leur écoute attentive sur ce sujet. Équité enfin. Qui utilise nos réseaux, nos infrastructures sans les rémunérer, sans prendre soin de diminuer leur empreinte carbone et les consommations énergétiques qu'ils induisent sur le sol européen et qui bientôt pourront être mesurées peut-être par les travaux communs de l'ARCOM, dont je salue le président ce soir, et de l'ARCEP. Où s'est déplacée la valeur? À la place de qui payons-nous tant d'impôts? Qui se prévaut de la neutralité du net? Un principe juste et important qui doit être conservé, je le souligne, mais précisément parce qu'il est exempté. Qui peut dire « c'est notre monnaie et votre problème » pour faire référence à d'autres temps? La réponse est la même à toutes ces questions. Ce sont les géants du numérique, les over the top. Ne vous méprenez pas, je ne les critique pas en tant que tels. Ce que je critique, c'est la manière dont nous nous laissons désarmer unilatéralement et sans contrepartie. Nous ne demandons rien d'autre que de participer à la compétition avec les mêmes règles, avec les mêmes armes, les mêmes contraintes,
et les mêmes obligations. 30 fois moins d'impôts, 0 péage sur nos réseaux, 30 fois plus de valeur. L'équation semble simpliste, mais ces chiffres sont documentés dans notre étude annuelle et dans les études au niveau européen. Nous savons que nous pouvons compter sur le soutien des commissaires Breton et Vestager et sur le vôtre, Monsieur le Ministre, pour nous aider dans cet enjeu de taille européenne. Vous le voyez, les opérateurs télécoms sont pleinement mobilisés pour contribuer avec vous à la transition numérique. Et nous le faisons avec enthousiasme et optimisme, avec fierté et responsabilité, parfois aussi avec une certaine gravité. Nous le faisons parce que nous aimons passionnément nos métiers, parce que nous sommes très fiers de rendre chaque jour des services appréciés et importants pour les Français, pour leur vie quotidienne sur l'ensemble du territoire, de la Corrèze à l'île de Sein. Monsieur le ministre, sachez que notre fédération continuera en 2023 de porter cette voix. Permettez-moi aussi de remercier chaleureusement, à l'approche de Noël, toutes les équipes des collaborateurs, des opérateurs télécoms qui travaillent au sein de la fédération dans un esprit de consensus, au service d'une maison commune, sans préjudice de la concurrence féroce que par ailleurs ils se livrent. Ça fait partie du sel de la profession et de la saine discipline de la fédération. L'équipe permanente de la fédération elle-même travaille avec acharnement tous les jours pour prendre du recul avec impartialité et gagne la confiance des opérateurs, leur permet de formaliser leurs propositions au jour le jour et de tisser un lien régulier avec tout l'écosystème du numérique et en particulier avec les élus locaux et nationaux. Pour célébrer les 15 ans de la fédération, vous pourrez laisser place à votre imagination, qui, j'en suis sûre, sera débordante. Vous aurez un mur graphique à votre disposition dans la salle du cocktail et j'espère que tous vous laisserez une petite trace pour le souvenir de ces 15 années de la fédération. Nous serons vraiment très heureux de l'afficher rue Hamelin. Enfin, permettez-moi de vous souhaiter, Monsieur le Ministre, le plein succès dans votre mission de transformation numérique de la France. Avant de vous passer la parole, vous savez que nous serons aussi à vos côtés pour réussir la transition numérique. Et je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, d'excellentes fêtes de fin d'année et une belle année 2023, pleine de joie, de bonheur et de satisfaction. Je vous remercie. Madame la Présidente, chère Lisa, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers toutes et tous, d'abord je souhaite un très bel anniversaire à la Fédération française des télécoms, 15 ans d'action au service, vous l'avez dit, de l'aménagement du territoire, au service de l'emploi, au service des Français et au service évidemment de la société numérique et de cette grande nation numérique que nous voulons que la France puisse être. 15 ans aussi couronnés de succès et d'actions très concrètes, puisque si nous fêtons cette année votre 15e anniversaire, nous fêtons d'autres anniversaires, et en particulier l'anniversaire des 10 ans du plan France très haut débit, qui a produit des effets considérables que vous venez de rappeler, et je me félicite que récemment nous ayons franchi un nouveau record. En effet, la moitié des nouveaux abonnements à une offre d'accès à Internet souscrite en France par nos concitoyens l'est avec la fibre. Cette proportion est similaire pour nos entreprises, avec 55% de nos TPE et de nos PME qui ont également basculé sur cette technologie selon certaines études. C'est donc un grand succès français auquel il faut évidemment associer les opérateurs d'infrastructures, et c'est une grande fierté pour nous. Ceci étant dit, le travail n'est pas tout à fait terminé. Il faut parvenir au bout de ce déploiement et il faut que nous puissions collectivement nous assurer de la qualité de ce déploiement. La qualité n'est pas en option et j'ai pu m'en apercevoir comme élu local. Je m'en aperçois tous les jours comme membre du gouvernement et j'ai donc été très satisfait de vous voir prendre un certain nombre d'engagements
de partage de vos plannings d'information, de comptes rendus photographiques, d'une meilleure formation des techniciens, d'une meilleure valorisation de l'ensemble de la filière, et puis de la présentation par certains des opérateurs de plans de reprise ambitieux des points de mutualisation, ce qui permettra, nous l'espérons, de mettre derrière nous ces problèmes de qualité qui ont bien souvent, dans les médias en tout cas, mais aussi dans le quotidien de nos concitoyens, tendance à éclipser ce formidable succès industriel qui est le déploiement de la fibre. Autre anniversaire que nous fêtons cette année, ce sont les 5 années, les 5 ans, le 5e anniversaire du New Deal mobile, mis en place grâce au concours du gouvernement. Et je veux une nouvelle fois saluer l'engagement qui a été celui de Julien de Normandie, de Jacqueline Gouraud et de Cédrico, des opérateurs et des élus locaux. Et là aussi, les résultats sont au rendez-vous, puisque là où 45% du territoire était couvert en 4G en 2018, on atteint plus de 93% du territoire 5 ans plus tard. Et ce sont des milliers de zones blanches qui ont été, une à une, effacées. Et nous en effacerons une demain ou après-demain, la 2000e, qu'est-ce que c'est ça ? Jeudi, nous effacerons une nouvelle zone blanche et nous continuons à identifier les sites avec un rythme de déploiement qui correspond à ce qui était prévu. C'est un bel exemple de coopération et de confiance entre les collectivités locales, les opérateurs de télécommunications et l'État pour répondre aux besoins de la vie quotidienne des Français. On pourrait même dire à l'une de leurs préoccupations majeures, celle d'avoir accès au travers du réseau mobile à leurs proches à tout instant de leur vie. Et nombreux sont les élus à souhaiter la pérennité de ce dispositif. Ce sera à n'en pas douter un chantier dont nous discuterons très prochainement. Je veux également, au-delà des anniversaires, saluer votre engagement sur les enjeux de sobriété énergétique. Là aussi, vous en avez parlé. Très tôt, dès cet été, vous avez répondu présent et avez été force de proposition, à la fois pour faire face aux urgences de l'hiver qui arrivent, mais aussi pour répondre aux exigences portées par la Première ministre dans le cadre de France Nation Verte, c'est-à-dire de la planification écologique qui s'engage pour que la France puisse atteindre les objectifs très ambitieux qu'elle s'est donnés. Plus récemment, vous avez également contribué à la réflexion adaptée au secteur du numérique que nous portons collectivement dans le Haut Comité du numérique éco-responsable dont nous avons démarré les travaux il y a moins d'un mois. Vous avez répondu présent et je salue cette mobilisation que je souhaite ambitieuse pour la suite de nos travaux. Je ne viendrai pas gâcher cette fête en parlant de délestage, qui, s'il est un sujet ponctuel à l'aune de l'hiver dans lequel nous entrons, soulève tout de même des questions plus pérennes sur la résilience de nos réseaux. Nous en parlons depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire depuis l'été, et je souhaite à la fois à court et à moyen terme que nous puissions progresser collectivement. Nous le devons aux Français. Mais j'évoquerai néanmoins avec vous les ambitions portées par Bruno Le Maire dans le cadre de France 2030 avec le maintien de notre souveraineté, la relocalisation industrielle et les enjeux de sobriété. Avec peut-être, si vous me le permettez, quelques mots sur le sujet de la 5G industrielle qui était évoqué sur la table ronde au moment où je vous ai rejoint ce soir et qui est effectivement un sujet très important. Grâce à sa faible latence, la 5G est source de nombreux possibles. Elle peut accélérer la modernisation de nos usines, la mobilité connectée, la production gérée par la donnée, la réalité augmentée pour la maintenance, les chaînes de production automatisées ou la collaboration entre les machines. Je sais que certains d'entre vous participent ainsi au développement de nombreux projets innovants et c'est un soutien précieux. Afin d'accroître l'appropriation de cette technologie par nos entreprises, le décret mis en consultation en octobre dernier et facilitant l'accès aux fréquences pour les industriels sera prochainement promulgué. Je le redis ici, la 5G est une avancée technologique et à consommation égale, un gage de sobriété accrue. Il nous appartient désormais de faire connaître aux entreprises et aux industriels les potentialités de la 5G. Vous avez élevé récemment des revendications de léger étalement
du déploiement, non pas de la 5G industrielle, mais de la 5G publique, si je puis dire. Il me semble qu'il ne peut trouver d'issue raisonnable que dans le cadre d'un compromis global de connectivité et de charge dans lequel toutes les parties prenantes seraient gagnantes, usagers, collectivités, régulateurs et États. Et j'imagine que ce sujet-là aussi reviendra en 2023. En parallèle de l'accès amélioré à la connectivité, il convient également d'accompagner les usages. C'est notamment l'objectif de notre politique publique d'inclusion numérique, mais aussi de soutien à toutes les entreprises, à nos start-up notamment, qui peuvent être source d'innovation et d'amélioration de notre quotidien. Nos 4000 conseillers numériques dispensent ainsi conseils, formation et sensibilisation aux usages numériques, ouverts à tous et en particulier à ceux qui se sentent le plus en difficulté. Le numérique doit tous nous aider, mais il nous faut aller plus loin, plus vite. C'est le sens de l'action que nous menons avec Bruno Le Maire en appliquant par exemple prochainement la directive sur l'accessibilité des produits et services. Et le numérique y joue un rôle prépondérant. J'étais d'ailleurs cet après-midi au Sénat pour défendre le projet de loi qui transpose cette directive. Vous avez évoqué quelques points d'attention, Madame la Présidente, et effectivement, vous avez raison, de nombreux sujets vont encore nous réunir pour l'année 2023. Malgré le prénom que m'ont donné mes parents, je ne suis pas venu ce soir avec une hotte de Noël remplie de cadeaux. Mais néanmoins, je veux témoigner devant vous du travail déjà engagé pour adresser certains des points que Madame la Présidente vous avez soulevés. Il y a l'enjeu de la fiscalité, et vous avez évoqué l'IFER, et je renouvelle l'engagement que nous avons pris devant vous, devant les opérateurs, en septembre dernier, de travailler sur ce dossier. Et je n'ai pas caché les ambitions qui sont les nôtres lors de mes échanges avec les associations d'élus locaux rencontrées tout au long de l'automne. Autre dossier que je me permets de mentionner ici et qui retient toute notre attention, celui du décommissionnement du réseau cuivre et de notre devoir collectif d'accompagnement dans cette transition, d'accompagnement de nos concitoyens. Personne ne sera laissé sur le bord de la route sans une solution acceptable, tant sur le plan de l'accès que sur le plan de l'abordabilité. Ce sera une vigilance constante de ma part et cela nécessite une mobilisation plus forte de votre part dans les zones très denses, dont le rythme de déploiement de la fibre tend à diminuer. Ceci est perçu comme inacceptable pour nos concitoyens qui s'estiment victimes en équité et reconnaissons que cette situation pourrait nous handicaper pour traiter au mieux la fin du cuivre dans l'intérêt de tous. Ainsi, la fin des déploiements, le traitement des raccordements complexes, la mise en place d'un dispositif garantissant un tarif social, la suite du New Deal mobile sont autant de dossiers qui ne manqueront pas de nous réunir à nouveau en 2023. Nos infrastructures sont les piliers essentiels pour garantir les usages de nos concitoyens et pour maintenir la compétitivité de nos entreprises. Et vous représentez un socle indispensable. Et c'est la raison pour laquelle nous devons continuer, comme nous le faisons depuis si longtemps, à travailler main dans la main. Vous me trouverez toujours à votre écoute et à vos côtés, car je suis convaincu que le dialogue est clé. Et nous avons montré, à travers des succès que j'évoquais en introduction, que collectivement, nous sommes capables d'établir de grands programmes industriels au service de nos concitoyens et de leur connectivité. Et nous continuerons sur cette voie en 2023 et au-delà. D'ici là, je vous souhaite à nouveau un très bel anniversaire, de meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche de zones blanches résorbées, de prises FTTH déployées, de comptes rendus photos conformes, de migration vers la fibre réussie et surtout d'une connectivité toujours plus importante et de qualité pour l'ensemble des Français. Alors merci pour le travail fourni ces derniers mois. Je serai à vos côtés, vous pouvez compter sur moi ainsi que sur l'ensemble de mon équipe pour le poursuivre en 2023. Je vous remercie.